Bonjour à tous. Je vois que certains étaient déjà au débat précédent. Donc, le débat précédent était consacré à l'historiographie. Celui-ci sera consacré à cette fameuse loi sur la Shoah. Donc, ce sera une discussion d'actualité, à savoir comment la loi se mêle d'histoire en Pologne aujourd'hui. En tout cas, comment la loi polonaise essaye de se mêler d'histoire, on le verra un peu partout. Grâce à ce nouvel arsenal légal. Je prends mon papier pour lire, pour pouvoir citer correctement ce que dit cette loi, parce qu'on le comprendra au cours de cette discussion. Les mots ont une importance majeure dans cette affaire. Donc, en février 2018, les autorités polonaises adoptent un dispositif de défense de la réputation de la République et de la nation polonaise, prévoyant notamment une peine de 3 ans de prison contre les personnes coupables d'attribuer à la nation ou à l'État polonais de façon publique et en dépit des faits la responsabilité ou la co-responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand, de crimes de guerre ou d'autres crimes contre la paix et l'humanité. Alors, depuis le mois de juin, cette loi a été en partie désarmée, mais évidemment pas totalement. Nous allons en reparler ensemble, puisqu'elle a été dépénalisée, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de condamner à de la prison une personne qui serait condamnée au titre de cette loi. Par contre, une procédure civile est toujours possible. Donc, nous allons voir avec tous nos invités quels sont l'impact de cette loi, malgré ce petit désarmement, avec des historiens, des intellectuels, journalistes, qui ont à voir avec ce travail de l'histoire polonaise. Et nous verrons aussi comment certaines institutions ont maille à partir avec cette loi, mais avaient déjà maille à partir auparavant avec ce type de pression sur les recherches historiques, et j'insiste sur le mot historique, puisqu'on a beaucoup parlé de loi mémorielle, mais il s'agit d'une loi qui tente d'agir sur l'histoire directement et pas seulement sur la mémoire. Je crois que c'est important de le préciser. Donc je vais vous présenter les personnes qui m'entourent pour ce débat. Constantis Geber, vous êtes journaliste, militant. On peut dire, si vous en êtes d'accord, que vous êtes une des voix de l'opposition dans le débat public polonais aujourd'hui. Oui. Barbara Engelking, qui est à ma gauche, vous êtes historienne, vous avez fondé et vous dirigez le Centre de recherche sur l'Holocauste, dont vous êtes spécialiste. On peut trouver ici et à la librairie un de vos livres traduits en français, il y en a peu. On ne veut rien vous prendre, seulement la vie, dont Jean-Yves Potel vous a déjà parlé au cours du débat précédent. Jan Grabowski, qui est tout à fait à droite de cette table, vous êtes historien, vous enseignez à Ottawa, où vous êtes spécialiste des relations entre juifs et polonais pendant cette Seconde Guerre mondiale, et vous avez vous-même fait l'objet d'une campagne publique ces dernières années, notamment orchestrée par la Ligue polonaise de défense contre la diffamation. On verra peut-être aussi la diversité des acteurs qui agissent dans ce domaine. Et on trouve votre livre également ici et à la librairie, intitulé, je le connais, C'est un juif, mais je crois que La chasse aux juifs, un de vos livres qui ont été le plus diffusés internationalement, n'a pas encore été traduit en français, si je ne me trompe pas, malheureusement. Voilà, donc il faut le noter. Et Darius Stola, qui est immédiatement à ma droite, est historien. Vous êtes directeur du musée Pauline, le musée de l'histoire des Juifs polonais à Varsovie, magnifique musée. Et vous en êtes le directeur depuis son ouverture en 2014. Nous en reparlerons, parce que la particularité de ce musée, c'est qu'il est financé par la ville, qui est tenue par l'opposition, ce qui vous protège peut-être en partie. Et le gouvernement aussi. Et Serge Klarsfeld, tout à fait à gauche de ce panel. Faut-il encore vous présenter? Avocat, historien, vous avez milité et vous militez encore, comme on le sait, pour la reconnaissance de la Shoah, des droits des survivants et de leurs descendants.
Et vous êtes également membre du Conseil international d'Auschwitz et de la fondation Auschwitz-Birkenau. Et il me semble que c'était en mars peut-être ou en février, vous avez signé une tribune dans la presse française en réaction à cette fameuse loi sur la Shoah. Commençons peut-être avec vous, Constantin Gébert, pour faire un point sur cette loi qui a donc, comme je l'ai dit, été en partie désarmée puisqu'elle a été dépénalisée. Cette dépénalisation, d'ailleurs, a eu lieu très très rapidement face au tollé diplomatique qu'avait reçu l'annonce de sa promulgation en février. Elle a été désarmée en partie sans aucun débat. D'ailleurs, je crois que ça a été très vite, en 2 heures, cela a été fait. Que s'est-il passé et comment cette loi agit-elle encore malgré cette modification du mois de juin? Je pense que plus importante que la modification du mois de juin est l'esprit même que cette loi exprime. Et donc il faudrait remonter un tout petit peu. Le gouvernement avait donné comme motivation pour le passage de cette loi l'abus constant de la réputation de la nation polonaise par l'usage de l'expression des camps de concentration polonais à l'étranger. Cette expression, surtout en polonais, effectivement, et peut porter ombrage. Elle semble impliquer une responsabilité polonaise dans l'existence ou le fonctionnement des camps. Historiquement, ce n'était pas le cas. Seulement que l'usage de cette expression dans les médias internationaux est presque nul, ce que chacun pourrait vérifier usant l'instrument Google Trends et tapant Polish death camps ou Polish concentration camps, l'usage tourne vers 0 jusqu'au 25 janvier de cette année, quand bien sûr ça monte jusqu'au ciel en raison du passage de la loi. Mais deuxièmement, pendant le débat autour de cette loi, qui en premier temps a été votée presque à l'unanimité par la Chambre entière. Là, il faut se souvenir que l'opposition a voté avec la coalition, avec quelques individuelles réserves. Un des sénateurs de l'opposition a proposé que si c'est ça le problème, alors passons une loi qui dit quiconque utilise l'expression camp de mort polonais dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, sauf référence géographique, et ensuite, bon, la punition que vous trouverez au D4. L'amendement a été rejeté. Donc, clairement, il ne s'agit pas de cela, et c'est important. Deuxièmement, contrairement à des opinions qui ont été exprimées parfois, je ne pense pas que l'objectif principal de la loi, c'était d'attaquer des historiens comme Barbara Engelking ou Jan Grabowski. Ceux qui devaient être intimidés et ont été intimidés, ce sont des journalistes de Provence, ce sont des instituteurs de Provence, des gens desquels dépend le développement de la connaissance nationale de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. Eux, ils savent déjà que l'État voit d'un très méchant œil un intérêt dans des crimes polonais commis pendant la Deuxième Guerre, et donc ils vont s'occuper d'autre chose. Franchement, quand on est journaliste de province, il n'y a pas beaucoup d'autres offres d'emploi, et on peut se faire virer sans qu'il y ait un tollé international autour de cela. Cette intimidation reste efficace, même si l'article pénal ne régit plus. Troisièmement, il y a un usage extrêmement intéressant et, de mon point de vue, crucial du terme « nation » dans le langage utilisé dans cette loi. Nation, naród en polonais signifie clairement une communauté ethnique, une communauté de sang. Donc, la loi devrait protéger l'État et la nation polonaise des accusations de responsabilité ou co-responsabilité pour les crimes nazis du Troisième Reich allemand. En ce qui regarde l'État polonais, la situation est claire. Nous savons juridiquement ce que c'est l'État polonais. Si quelqu'un dit que l'État polonais a fait quelque chose, n'a pas fait quelque chose, les circonstances historiques sont assez bien étudiées, on peut objectivement dire si c'est une constatation vraie ou un faux, l'État polonais n'a pas besoin d'une loi spéciale pour le protéger. En ce qui regarde la nation polonaise, la situation est un peu plus complexe, parce qu'il n'existe pas, bien sûr, de définition juridique de la nation polonaise dans le sens de naród, donc communauté ethnique,
sauf celle qui existe dans le préambule de la Constitution qui dit « Nous, la nation polonaise, tous les citoyens de la République ». Ce qui signifierait qu'on pourrait possiblement pénaliser quelqu'un qui dirait que tous les citoyens de la République sont responsables ou co-responsables des crimes nazis du Troisième Reich allemand, enfin une proposition assez farfelue. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, il faudrait demander de quoi s'agit-il, et il y a une petite indication qui reflète la façon de penser de nos députés dans un autre article de cette loi qui n'a pas eu la même relevance, la même importance dans la réception internationale que l'article pénal que vous venez de citer, qui demande que le fameux Institut de mémoire nationale qui devrait s'occuper de la prosécution de ceux qui seraient en violation de la loi, devrait s'occuper aussi des crimes des nationalistes ukrainiens et membres des formations de collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Or, il y a eu beaucoup de crimes de nationalistes ukrainiens, des membres de ces formations de collabo, mais tous ces messieurs et dames étaient citoyens polonais. Donc, si on devrait traiter la loi de façon sérieuse, les accuser d'avoir été collabos allemands et contre l'article 55A que la modératrice vient de citer, qui interdit l'accusation de collaboration envers la nation polonaise. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de décider que si on est nationaliste ukrainien, on n'est pas membre de la nation polonaise. Et ça ne me semble pas une circonstance sans importance, vu que et la coalition et l'opposition n'ont trouvé rien à critiquer dans cette formulation-là. On a essayé d'introduire par la porte cochère une formulation qui revient droit des années 30, d'une communauté nationale ethnique qui se protège de ses ennemis. Et le fait qu'on n'envoie pas en tôle pour 3 ans ne change pas le sens même du débat. J'ai par ailleurs essayé de me faire porter en tribunal. J'ai publié un article dans lequel j'ai commis l'acte interdit par cet article tant qu'il était en vigueur. Et j'ai terminé avec un appel au procureur de la République de vouloir s'intéresser de cette violation de la loi. Et quand le procureur n'a pas agi, j'ai commencé à passer des coups de fil à des procureurs de mes connaissances qui ont fait des suggestions anatomiquement peu probables sur ce que je pourrais faire de mon article, mais personne, évidemment, ne voulait me prosécuter. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et finalement, le sens de soulagement universel, quand cet article-là a été exclu de la loi, premièrement, et selon moi, sans fondement, c'est pas, la méchanceté de la loi ne consiste pas dans le risque d'envoyer quelqu'un en tôle, mais dans la façon de penser où on protège les intérêts d'un groupe ethnique dit nation, où l'État se fait le protecteur de cette nation et bien sûr seulement de cette nation, du caractère d'intimidation que cette loi a, tout cela ne disparaît pas avec l'exclusion de l'article pénal. Mais ce qui plus est, le quid pro quo pour l'exclusion de cet article pénal était une déclaration signée par les 2 premiers ministres, Morawiecki et Netanyahou, qui donnait l'interprétation obligatoire de l'histoire. Premièrement, je ne paye pas mon Premier ministre pour donner des interprétations historiques. Et je ne m'imagine pas que les Israéliens payent le leur pour les mêmes motifs. Ce n'est pas leur job. Et ce n'est pas sain pour des démocraties de donner au Premier ministre des emplois qui sortent très clairement de leur cadre d'emploi. Deuxièmement, cette déclaration commune est imbécile. Elle dit d'abord qu'il faut reconnaître les justes polonais, ce qui est absolument vrai. Il me semble qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisante parce que l'héroïsme de ces gens-là était au-delà de toute reconnaissance possible, mais on devrait essayer. Et on déplore aussi les cas individuels de cruauté commis par des Polonais envers des Juifs. Franchement, et nous avons entendu de façon très très claire
pendant le débat précédent, c'est la proportion inverse qui entre en jeu. La norme était l'indifférence, voire la dénonciation et la mort. Il y a eu ces exceptions héroïques auxquelles nous devons une reconnaissance éternelle, mais vraiment, c'est le renversement des proportions qui inquiète. Et deuxièmement, la déclaration dit qu'on doit combattre l'antipolonisme, qu'on doit combattre l'antisémitisme. Bon, en général, j'aime pas les stéréotypes, et j'aimerais bien que les gens combattent les stéréotypes en général, mais il y a une différence assez fondamentale entre des préjugés antipolonais qui existent bien sûr aussi parmi les juifs et l'antisémitisme. Personne n'a été tué pour motif d'antipolonisme. Il n'y a pas des soupçons juifs que les Polonais inspirent une conspiration mondiale. Il n'y a pas des juifs qui soutiennent que des Polonais ont tué Dieu. Enfin, ce sont des choses absolument incomparables. Le fait que ces deux messieurs-là ont signé en commun ces déclarations ne me surprend pas. Ils ont la même approche instrumentelle vers l'histoire. Netanyahou, comme vous vous souvenez, avait dit que c'est le mufti husseini qui a soufflé à l'idée de la Shoah, et Mme Merkel a dû corriger. Non, monsieur Sinou, ce n'est pas le mufti. Notre Premier ministre a trouvé bon de déposer une gerbe des fleurs sur la tombe des seuls partisans polonais qui se sont retirés avec l'armée allemande en 1944-1945, selon moi, clairement indiquant qu'il s'est rendu compte qu'on a combattu du mauvais côté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ces messieurs se valent. Il est aussi peu surprenant que ni un cabinet ni l'autre n'a voté sur cette résolution. Et bien sûr, les parlements ne l'ont pas fait. Elle reste une déclaration privée de ces deux messieurs, sans aucun fondement juridique, et qui ne change en rien les choses. L'État polonais continue à s'arroger le droit de déclarer quelle est l'histoire vraie et quelle est l'histoire fausse à prosécuter. Et ça se passe dans un contexte toléré, pour ne pas dire plus, par le gouvernement d'Israël, qui trouve intéressant le soutien polonais sur la scène internationale, et surtout, il me semble, l'attitude de sabotage envers l'Union européenne que le gouvernement polonais maintient et que Netanyahou croit, selon moi, faussement, qu'elle est aussi dans l'intérêt d'Israël. Mais ça, bien sûr, ça sort des cadres du débat, seulement qu'il faut se rendre compte que cette loi n'est pas terminée par l'abrogation de l'article pénal et qu'elle exprime un processus intellectuel et politique qui, loin d'être fini en Pologne, reste toujours dominant dans le cadre de la pensée gouvernementale. Merci. Darius Tola, quelques semaines à peine après la promulgation de cette loi, en février, vous avez inauguré une exposition au musée de Pauline, une exposition consacrée aux événements de 1968 en Pologne. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé justement dans le cadre de la promulgation de cette loi, en lien avec une exposition sur 1968 ? Donc il n'était pas question de Seconde Guerre mondiale dans cette exposition. Et pourtant, peut-être pour qu'on comprenne le climat instauré par cette loi, vous avez fait l'objet de critiques virulentes sur votre programmation au sein du musée Pauline. D'abord, excusez-moi, je ne vais pas parler français. Je comprends français, mais je ne me sens pas à l'aise, surtout en parlant de sujets assez délicats, de parler français. Alors, de ces moments ici, je vais parler polonais. Alors, mettre-vous. Voilà. Oui, effectivement, nous avons eu la malchance ou le malheur d'inaugurer notre exposition au moment où l'Institut la loi qu'on appelle la loi de l'Institut de la mémoire nationale a été promulguée. Et nous avons organisé justement cette exposition commémorant les événements de mars 68 en Pologne.
L'année 68 en Pologne était différente de celle à Paris parce que c'était une révolte, une jeune génération, des étudiants qui avaient une vingtaine d'années. C'était aussi la génération de baby boom. Par contre, la réaction du pouvoir politique qui a envoyé des miliciens à l'époque avec des matraques pour taper sur des manifestants, mais en même temps, on a commencé une campagne, c'est de la propagande, que derrière la manifestation, la révolte estudiantine, il y avait un complot sioniste. Mais on peut dire que c'était juste une feuille de figuier hein, pour cacher l'essentiel, parce qu'en 68, on racontait même, il y avait une blague qui circulait, un garçon qui rentre à la maison, est-ce que sioniste on écrit avec un I ou avec un Y, papa? Et le papa dit, avant, on écrit avec la lettre G, c'est-à-dire juif. Alors, nous avons organisé une grande exposition à ce sujet. Nous l'avons inaugurée au début du mois de mars. Et j'étais même étonnée parce que la veille du vernissage, le Premier ministre a critiqué l'intitulé de l'exposition. C'est un grand honneur d'être critiqué par le Premier ministre. Ça n'arrive pas toujours dans tous les gouvernements européens. Et peut-être même cette critique était justifiée, elle était légitime parce que on peut évidemment critiquer tel ou tel sujet. Alors aussitôt j'ai envoyé une invitation au Premier ministre polonais, sachant que son agenda est très chargé, qu'il trouverait quand même du temps pour venir la visiter. On a eu également des médias polonais de droite qui soutiennent le gouvernement en place, et l'exposition a eu un succès absolument assourdissant. Nous avons vendu 116 tickets d'entrée. Jamais je pense que ça... Alors, j'en suis très reconnaissant à Monsieur le Premier ministre polonais, justement, cette fréquentation exceptionnelle. Et ce n'était pas une critique qui concernait c'est-à-dire par rapport à la loi. Mais avant que la loi devienne publique, j'ai publié une déclaration où j'exprimais mon point de vue. Et parce qu'on critiquait que l'exposition n'avait pas assez lieu, mais en 68, il y avait une certaine obsession, c'est-à-dire que à partir de que chaque charge contre l'antisémitisme devait être rejetée. Et pour le Premier ministre, en 68, la Pologne était occupée, entre parenthèses, par l'occupant, par l'Union soviétique, mais la Pologne a été occupée. La politique est dépendante parce que c'est un pays satellitaire de l'Union soviétique. Mais il y avait quand même 2 millions de membres du Parti communiste qui étaient polonais. Le parti avait quand même un grand soutien de la nation polonaise. Et la politique du gouvernement socialiste du Parti communiste populaire polonais avait quand même un certain succès. Alors c'est difficile de dire... que 68 était soutenu par quelle partie de la nation, c'est un autre sujet, mais il y avait comme une appréhension, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout critiquer aucun gouvernement polonais, d'avant 89 et après 89. Et c'est alors, je me suis souvenu d'un poème de Czesław Miłosz qu'il avait rédigé en 1943 à Varsovie, un autre grand poète polonais, prix Nobel de la littérature, et il a habité à Varsovie pendant la guerre, et en 1943, il voyait les flammes au-dessus du ghetto de Varsovie. Et il a écrit un poème célèbre, Pauvre chrétien qui contemple l'incendie, les flammes qui au-dessus du ghetto. Et il dit que peut-être Dieu va peut-être le compter parmi ceux qui aident ceux qui ne sont pas juifs et qui vont pas être comptés comme ayant commis un péché. Et je pense que Miłosz a exprimé justement la peur qui est toujours actuelle, c'est-à-dire sous aucun prétexte ne pas être considéré comme celui qui a aidé à la mort des Juifs.
Peut-être je m'adresse avec beaucoup de générosité aux auteurs à la loi. Constance Geber a parlé surtout des conséquences de cette loi parce que le gouvernement a dit que c'était pour protéger la bonne réputation de la Pologne, de l'État polonais. Mais je pense que c'est une entreprise ratée, qui est avortée. Mais du point de vue politique, je pense qu'il y a encore d'autres facteurs parce que c'était déjà une troisième approche de promulguer cette loi. Ça fait déjà 10 ans qu'il y a c'était à dessein, déjà il y a une douzaine d'années qu'on voulait mettre en place cette loi. Par 2 fois, cette loi, il y a eu une tentative de la voter. La première tentative a été bloquée, la deuxième, la Diète polonaise l'avait approuvée, mais le tribunal constitutionnel l'avait bloquée pour des raisons législatives parce qu'il y avait, disons, des vices de forme. Et c'est la troisième approche. En janvier 2018, le Parlement l'avait voté et le président polonais l'avait signé. Et maintenant, on voit que pas de chance parce que 6 mois après l'avoir voté, et Constance Geber d'ailleurs l'a souligné, on l'a amendé. Mais maintenant, comment l'a-t-on amendé? C'était un procédé législatif le plus rapide, en accélérant, c'est-à-dire le matin, le gouvernement a souligné la partie incriminée. Ensuite, le Parlement à la voté et le Sénat l'avait approuvé et le président, le jour même, l'avait. Dans l'histoire de la Pologne, ça n'a jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important pour que aussi bien le gouvernement que le Parlement agissent avec autant de zèle. Mais pour revenir aussi aux remarques critiques par rapport à notre musée, j'ai été même appelée devant le tribunal parce que moi j'ai été carrément appelée, c'est-à-dire accusée par une journaliste parce que nous avons mis dans l'exposition un tweet. C'était une exposition historique retraçant ce qui s'était passé en 68 en Pologne. Et sur le dernier panneau, nous avons mis des citations contemporaines online que nous avons puisées sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qui ressemblaient, à s'y méprendre, à l'ambiance de 68, le même type de propos. Et une journaliste a révélé le nom juif d'un des députés polonais. Et c'était quasiment la même chose, parce qu'en 68, la presse communiste très volontiers citait des juifs qui étaient dissimulés à l'intérieur du parti communiste polonais. Et c'est arrivé en Pologne, cette année, elle a dit que c'était pratiquement un crime. J'ai été convoquée devant le tribunal, j'ai mon avocat, etc., etc. Non, je ne voulais pas trop commenter cet événement. Je suis très personnellement intéressée par l'indépendance des organes judiciaires en Pologne. Et je voudrais encore dire que le débat qui s'est tenu en Pologne, et on dit que c'est un débat entre la Pologne et l'Israël ou la Pologne et les États-Unis parce que le gouvernement israélien a très fortement critiqué cette loi. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui se cachent parce que, à mon avis, c'est une dispute polono-polonaise. Constance Geber, moi-même, nous l'avons beaucoup critiqué. La société historique polonaise, le centre des recherches sur l'histoire juive l'avait critiqué. Les facultés d'histoire de plusieurs universités polonaises la critiquent également. Tous les chercheurs, professeurs, historiens que je respecte, les plus respectables, se sont prononcés contre la promulgation de cette loi. Et je pense que c'est beaucoup plus important que le conflit autour de ce sujet entre la Pologne et Israël. Parce que toutes les discussions précédentes sur les réactions, c'était effectivement des discussions polono-polonaises. Merci de votre attention. Alors, ne rangez pas vos écouteurs, j'ai encore une petite question. Justement, Constance Geber disait que
que cette loi finalement avait pour cible moins les grands historiens, les chercheurs avec une aura internationale, que justement les journalistes de province, comme vous le disiez, et peut-être aussi les enseignants qui transmettent cette histoire. Vous avez un public et vous recevez beaucoup de publics scolaires. Qu'est-ce que vous avez entendu de ces enseignants qui se sentent peut-être davantage ciblés, moins protégés que les chercheurs? Dokładnie w 2 tygodnie po uchwaleniu tej ustawy zadzwonił do mnie 15 jours après la promulgation, il y a un enseignant qui m'a téléphoné. Nous avons un réseau de professeurs de polonais, d'historiens qui collaborent, c'est-à-dire qui coopèrent avec nous, avec le musée. Il m'a posé la question de savoir, monsieur le professeur, je suis professeur. Dans notre revue locale, j'ai publié un extrait de souvenirs d'une femme juive qui a survécu justement. Elle parle de son frère qui a été assassiné par des Polonais, au pluriel, des Polonais. Est-ce que pour cette raison, est-ce que je peux être considéré comme quelqu'un qui enfreint la loi polonaise? Et je lui réponds, tout dépend du procureur de la République de Pologne, parce que, c'est-à-dire le procureur doit se débrouiller avec une nébuleuse de formulation et il doit juger. Est-ce que cet enseignant, est-ce qu'il peut être accusé d'action d'infamie vis-à-vis de la nation polonaise? Est-ce que c'est un crime contre la nation polonaise? Il aurait fallu qu'il se rende dans une grande ville régionale, se présenter devant le tribunal, prendre un avocat. C'est-à-dire, c'est un effet glaçant, je pense, glaçant de cette loi, même si cette loi a été amendée. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre élément, comme Faust de Goethe, c'est-à-dire le mal entraîne malgré lui des conséquences inattendues à son insu. C'est-à-dire que la loi entraîne d'autres conséquences. Nous faisons de l'éducation contre la discrimination, contre l'antisémitisme. Nous parlons aux élèves sur les droits de l'homme. Et de plus en plus souvent, nous avons des demandes, beaucoup plus que les années précédentes, sur, par exemple, des cours sur les droits de l'homme. Au printemps de cette année, au moment où nous célébrions l'anniversaire du ghetto, l'anniversaire de sécurité de Varsovie, nous avons eu 2 jeunes volontaires qui se sont présentés comme bénévoles pour préparer l'anniversaire de l'insurrection dans le ghetto de Varsovie de 1943. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de propos antisémites sur des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui voulaient s'y opposer, qui voulaient se rendre utiles. Donc, je pense que cette loi n'est pas unilatérale, c'est-à-dire que la réaction, elle bifurque contrairement à ce que la loi prévoyait au départ. Merci. Jan Grabowski, vous n'avez pas attendu la promulgation de cette loi pour connaître quelques ennuis avec le gouvernement polonais. Qu'est-ce que cela dit, la promulgation de cette loi, de plus que ce qui existait auparavant? En ce qui concerne ma personne très humble, en fait, ce qui est frappant, c'est le nombre d'interventions dirigées contre, par exemple, moi, personnellement, par le haut dirigeant de la Pologne. Il est absolument, pour moi, pas impensable, mais c'est une curiosité de voir ministre de Culture, Premier ministre, les autres ministres se prononcer contre un historien dont les ouvrages il ignore profondément. Peut-être une petite précision, dans la loi, il est dit que les propos incriminés seront poursuivis quel que soit le pays où ceux-ci sont formulés, c'est-à-dire, et quelle que soit la législation du pays où ceux-ci sont formulés, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre n'importe qui parlerait de ces épisodes historiques en dehors de la Pologne. Oui, évidemment. En fait, à l'occasion, je peux le dire que je reviens au Canada demain. Après-demain, je dois confronter dans mon institution
l'arrivée des experts historiques de l'Institut de mémoire nationale qui veulent en fait animer le discours concernant évidemment le Polonais qui sauvait les Juifs pendant la guerre. Moi, j'ai décidé en fait de mobiliser mes étudiants, de confronter cette initiative donnée par les nationalistes polonais. Mais ce qui est intéressant, mon université maintenant doit surveiller la situation de près parce que si dans le débat qui s'ensuit, les étudiants de l'université à Ottawa vont prononcer les paroles qui vont à l'encontre de la version officielle de la Pologne, ils pourraient peut-être être poursuivis au civil en justice en Pologne, ce qui rendra cette soirée fort intéressante, évidemment. Mais pour revenir à donc la loi devrait avoir portée, comme vous avez dit, la portée mondiale. Mais deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que les attaques personnelles contre le chercheur comme mon ami professeur de Princeton, Jan Tomasz Gross, ou moi, sont vraiment vicieux parce que nous frappons contre les mythes nationaux sur lesquels reposent les projets nationalistes. Nous le faisons à l'extérieur dans les langues, ouais, quelque chose. Hop, ça. C'est ça? OK. Bon. Désolé. Donc, ce qui se passe, nous, en fait, nous disons la même chose que le chercheur en Pologne très souvent. Mais si on le fait en anglais ou en français ou en d'autres langues internationales, on menace le projet à l'extérieur du pays parce que malheureusement, la destruction des Juifs polonais, l'extermination des Juifs polonais, c'est la seule, je le répète souvent, c'est la seule partie de l'histoire polonaise sur laquelle les autorités polonaises n'ont aucun contrôle à l'extérieur de leur pays. Pour le répéter encore une fois, cette loi est menaçante de façon générale parce que ces gens-là savent très bien, d'abord, que ça menace leur projet de l'innocence nationale qu'ils veulent inculquer dans les écoles, aux études et à tout le monde. Deuxièmement, ils vendent un produit qui plaît au public polonais parce que tout le monde veut connaître ou bien croire que nos ancêtres agissaient d'une façon généralement ou toujours noble, surtout pendant la guerre. Et troisièmement, que cette partie de l'histoire polonaise, c'est la seule partie qui préoccupe le monde à l'extérieur de la Pologne. Même ici, si je vous demanderais quelle autre partie, vous connaissez, je pense, un peu l'histoire de la Pologne, étant donné que vous êtes aujourd'hui ici, si je poserais cette question, est-ce qu'il y a une autre dimension de l'histoire polonaise qui va soulever la grande colère ou un débat animé en Australie ou bien en Chine ou aux États-Unis, la réponse sera immédiatement non. Donc, c'est la raison qui explique cette panique, je dirais, législative aussi. C'est non seulement la question de ce gel qu'on veut imposer à l'intérieur, c'est bien vrai, c'est bien sûr, mais aussi cette tentative non réussie, évidemment, en panique d'entamer ou bien de contrôler le débat qui s'est fait à l'extérieur du pays. Je comprends très bien d'où ces gens-là viennent. C'est pour moi et pour les chercheurs à l'extérieur de la Pologne qui travaillent dans le domaine, c'est évidemment encore une bonne, je dirais, une bonne motivation d'accroître, de travailler davantage, parce que le projet nationaliste d'aujourd'hui en Pologne est dangereux, est vraiment dangereux. Et moi, pour enchaîner ici avec les paroles de mon collègue Stola, je travaille encore avec les enseignants en Pologne chaque année. Mais donc je vois que le gel de cette loi, que l'atmosphère de gel s'insère, peut-être pas dans les grandes villes encore où il y a encore climat d'opposition, mais dans les provinces, dans les régions éloignées, c'est vraiment vrai. Donc on voit maintenant que cette grande vague de mobilisation nationaliste basée sur l'État polonais, et par la suite cette mobilisation qui active, qui anime la NGO,
NGOs, les organismes non gouvernementaux, qui sont cependant très étroitement reliés au gouvernement polonais. Un de ces organismes s'appelle la Ligue contre la diffamation de bon nom de la nation polonaise ou quelque chose de ce genre. Donc, il y a un an, cette curieuse institution s'est adressée à l'université, mon employeur, pour terminer mon emploi. Le seul bon résultat de cette initiative a été que finalement, maintenant, à Ottawa, où personne ne savait où se trouve la Pologne, maintenant, dans le milieu académique, à travers le Canada, à partir de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, les gens savent très bien qu'il y a un monde bizarre. Qui est un monde bizarre qui est animé par vision obsédée, par quelque chose qui nous, de l'extérieur, c'est vraiment comme curiosité, vraiment. Mais malheureusement, pour mes collègues vivant en Pologne, c'est la réalité. Donc, je pense que c'est important pour nous, et c'est mon plaidoyer, en fait. Je veux finir avec ça. C'est mon plaidoyer pour mes collègues, parce que je ne veux pas me prononcer au sujet de l'activité, le choix de mes collègues en Pologne, parce que je suis dans une situation confortable. Je suis à l'extérieur de la Pologne. Mais quand je vois mes collègues occidentaux, les historiens par exemple, israéliens, français ou bien autres, qui engagent avec les institutions en Pologne aujourd'hui du contrôle de la mémoire, comme par exemple le IPN, je pense, ou les autres qui sont nombreux malheureusement, je trouve que c'est déplorable. Donc si je peux utiliser cette tribune comme là, c'est un appel aux chercheurs français de s'abstiner tout simplement. Merci. Alors nous avons justement le point de vue de Jan Grabowski, historien polonais, mais en poste au Canada. Peut-être maintenant, Barbara Engelking, vous pouvez nous donner votre vision des choses. On a bien compris que ces atteintes à la liberté de la recherche avaient connu des tentatives avant même la promulgation de cette loi de février 2018. Comment vous l'avez-vous reçue? Et peut-être faire quelque chose pour nous que nous n'avons pas encore fait depuis le début de ce débat, nous expliquer un peu ce qu'est cette clé de voûte du dispositif de politique historique du gouvernement polonais à travers cet institut de la mémoire nationale. Moi, je suis très complexée. Parce que je me demande comment ça se fait qu'on ne m'a pas demandé encore au tribunal. Parce que comme ça, je pourrais m'exprimer qu'est-ce que je pense au sujet du gouvernement actuel en Pologne. Et cette loi de l'Institut de IPN, je pense que c'est un milieu de personnes qui ne sont pas valables, qui ne représentent rien du tout, qui n'ont pas un niveau intellectuel. Ils font énormément de choses, ils font énormément de destruction en Pologne actuelle. Mais voilà, je pense que cette loi faite par ce gouvernement fait pour nous énormément de choses positives. Parce que nous avons maintenant beaucoup de bien à cause, ou on peut dire grâce à cette loi, parce que nous avons énormément de manifestations de la part de nos connaissances, des amis, des gens du monde entier qui nous présentent, qui nous félicitent pour notre travail. Et c'était très très agréable pour nous, ça nous donnait énormément de courage, énormément d'énergie positive. On se sent plus fort contre ce qui s'est passé. Et notre livre, nous avons parlé de ça avant, qui a paru au printemps 2018, a connu beaucoup de succès commercial. Et je pense que justement cette exposition, elle a contribué à la connaissance de notre livre. On est maintenant vraiment très connus et on est quelque part considérés comme les ennemis du gouvernement actuel. Et sur cette vague, notre livre a emporté énormément de succès. Donc moi, je me rends
que ma situation elle est perdue. Et le fait qu'on est à Varsovie, quelqu'un de nous sont au Canada, c'est un sort de l'atout. Nous avons un atout, une sorte de stabilité, de sécurité que nous avons, parce que nous savons que si notre institut de centre de recherche sera dissolu, on pourra, quand on va être poursuivi, ou ça serait facile pour nous de trouver du travail ailleurs et d'autres sources pour les recherches et pour continuer nos recherches. Mais les gens qui ont les mêmes points de vue que nous et qui sont de notre côté, mais qui n'ont pas de position sociale et professionnelle la même comparable à la nôtre, sont dans une situation très très difficile. Et c'est pour cela cette loi qui était inventée contre les milieux comme notre milieu, parce que c'était contre le milieu comme le nôtre. Cette loi frappe plutôt contre les personnes qui n'ont pas peur d'exprimer la vérité sur leur petit milieu dans une échelle sociale qu'ils occupent dans une échelle sociale à un niveau, une situation pas très élevée. Et c'est eux qui ont beaucoup à perdre. C'est leur situation qui est vraiment dangereuse. Et il faut souligner que dans les petites villes, les enseignants, ceux qui travaillent, les historiens qui travaillent au niveau local et qui mènent des recherches les mêmes comparables aux nôtres. Et nous avons profité de leurs recherches. Nous avons pu nous appuyer dans notre publication justement concernant les districts, les 9 districts, les 9 régions que nous avons étudiées. Leur connaissance, leur contexte local est très très important. C'est eux qui ont des connaissances au niveau local. Et c'est leur force. Ils peuvent justement avoir les ressources, aux informations auxquelles nous, on n'a pas accès. Je pense que justement, si cette loi doit contribuer et doit freiner ces recherches au niveau local, ça serait très très dommage. Par contre, la publication de livres comme notre provoque que la connaissance post-factum, c'est-à-dire après les faits, nous aide, par exemple, à compléter ce que nous avons déjà publié. Parce qu'après la publication, après la promotion de notre livre, malgré et contre la loi, il y avait des gens qui venaient nous voir, qui nous apportaient les informations supplémentaires, des témoignages supplémentaires concernant l'époque de l'occupation de Pologne à l'époque de Nazi et la Troisième Reich. Ne posez pas trop vos écouteurs, vous allez les remettre très vite. Barbara Engelking, j'insiste un tout petit peu pour qu'on comprenne ce bras armé de la législation gouvernementale qu'est l'Institut de la mémoire nationale. Cet institut n'a pas été forgé pour servir cette loi de 2018. Elle a une histoire auparavant. C'est une institution qui a été transformée par la législation nationale pour servir un nouveau but de gouvernement. Tak, oczywiście. Instytut Pamięci Narodowej powstał po upadku komunizmu. Oui, effectivement, l'Institut de mémoire nationale a été créé après la chute du régime communiste en Pologne et le rôle de cet institut, c'était surtout de régler ses comptes en parlant ainsi avec l'histoire communiste, ce qui est tout à fait compréhensible parce que chaque pays qui passe d'une transformation de son régime politique a besoin de faire ses comptes
avec son histoire. Et c'est surtout la publication du livre sur le massacre de Jedwabne n'a fait que confirmer les thèses du professeur Gross et également notre programme à Kielce. Donc il faut dire que l'Institut de la mémoire nationale a quand même à son actif des actions qui sont tout à fait positives et enfin nous avons quand même c'est une ressource importante pour nous parce que l'Institut a mis en place pour nous par exemple les actes des documents juridiques des Polonais qui collaboraient pendant l'occupation avec les nazis. Donc c'est une institution qui a une certaine dualité, c'est-à-dire qui représente une certaine option politique, mais de notre point de vue, c'est une institution qui a retourné sa veste, qui a changé d'option en quelque sorte, c'est-à-dire l'Institut de mémoire nationale qui normalement avait pour objectif de réaliser ses objectifs statutaires, s'occupe maintenant de la censure, de la prévention, éventuellement de publication, et soutient le nationalisme polonais et le gouvernement en place, qui est un gouvernement de droite. Alors peut-être pour finir ce premier tour de table qui nous prend du temps, mais je crois que c'est nécessaire. Serge Klarsfeld, je le disais pour ouvrir cette discussion, vous avez appelé à la révision de cette loi comme de nombreuses personnes, cette loi dite sur la Shoah, et vous avez signé une tribune en affirmant que les Polonais devaient trouver un terrain d'entente et réviser la loi. Il s'agit véritablement d'un débat entre Polonais également. Quel regard pouvez-vous avoir, vous, de ce point de vue-là, Serge Klarsfeld? Oui, j'ai été... Ça fonctionne. Oui, j'ai été choqué en apprenant qu'il y avait une loi mémorielle et que, d'après les articles qui étaient écrits, qu'elle visait effectivement à intimider les chercheurs polonais qui travaillaient sur un sujet important, quelle était la position, le point de vue des Polonais et quel a été le comportement surtout des Polonais pendant la guerre. Donc là-dessus, je n'avais pas particulièrement de problème. Je savais que, et je l'ai écrit dans la tribune que j'ai signée dans Le Monde, que le comportement de la population polonaise avant la guerre, pendant la guerre et juste après la guerre, pendant la période qui a suivi la guerre, eh bien, il y a eu un comportement qui a été un comportement négatif vis-à-vis des Juifs. En ce qui concerne la Pologne, par contre, en ce qui concerne le renom de la Pologne, il est évident que la Pologne a été non seulement une nation martyre, puisqu'il y a 3 millions de Polonais qui n'étaient pas juifs, qui étaient chrétiens et qui sont morts du fait des nazis. Deuxièmement, le fait que les Polonais ont joué un rôle important dans la Seconde Guerre mondiale. On se souvient, on parle toujours, on voit les bombes qui tombent sur Varsovie, mais dans un pays comme la France, on rappelle très rarement dans ces documentaires que d'abord la France n'a pas aidé du tout la Pologne et qu'elle a trahi d'une certaine façon la Pologne puisqu'elle lui a apporté son appui, et qu'elle n'a pas concrétisé cet appui, elle n'a rien fait pour aider la Pologne, et que la Pologne apparaît comme une nation qui, en 3 semaines ou 1 mois, a perdu la guerre. Et on ne rappelle pas que les aviateurs polonais sont partis, d'abord qu'ils ont détruit un certain nombre d'avions allemands pendant cette période brève, qui sont partis ensuite en Angleterre et qui ont joué un très grand rôle dans la bataille d'Angleterre. Ça, on ne le rappelle pas. L'armée Anders en France s'est ignorée totalement. Il y avait une armée polonaise. Cassino, ça a été gagné par les Français, mais je crois que beaucoup de livres d'histoire disent que ça a été gagné aussi par les Polonais. On parle de l'antipolonisme tout à l'heure, on a parlé de la signature, l'antipolonisme.
je suis assez raisonnable. Quand les soviétiques ont mis la main sur la Pologne, ils ont tué des milliers de Polonais à Katyn. Ils n'ont pas tué les Tchèques, ils n'ont pas tué les Bulgares, ils n'ont pas tué les Hongrois. Ils ont tué en masse des Polonais. Donc l'antipolonisme, ça existe. Et je suis président d'une association d'enfants déportés. Je peux vous dire que les préjugés vis-à-vis de la Pologne sont importants puisque leurs parents, leurs grands-parents ont souffert de l'antisémitisme polonais et que leurs parents sont morts en Pologne, comme le mien d'ailleurs, ils sont morts en Pologne. Et ça, je veux dire, c'est quand même des préjudices, c'est quand même, ça porte le nom d'antipolonisme, mais je dois dire que c'est une déclaration bilatérale, hein, la déclaration entre Israël et la Pologne. C'est une déclaration bilatérale. C'est une déclaration conjointe. Pardon, conjointe, ouais. Mais s'adressant quand même essentiellement à l'opinion juive et à l'opinion polonaise. Et l'opinion juive, en général, elle est négative vis-à-vis de la Pologne. Donc, je trouve que c'est quand même justifié dans une déclaration qui est bilatérale. Par ailleurs, en tant qu'enfant déporté, moi, j'ai toujours été reconnaissant au fait que la Pologne, quelle qu'elle soit, c'est la Pologne, que c'était un gouvernement polonais, c'est peut-être pas à Moscou qu'a été décidé de garder le site d'Auschwitz. Hein, en France, on détruisait tous les camps, on vendait les baraques, etc. Ça disparaissait. Donc, la Pologne a gardé Auschwitz, ce qui est quand même remarquable, alors que l'Allemagne détruisait Dachau. Je crois que les déportés eux-mêmes ont refusé de partir pour protéger justement ce qui en restait. Ce sont les déportés eux-mêmes polonais voilà. Qui ont... pour ne pas risquer de voir disparaître les traces. Qui ont donné l'impulsion, mais ensuite c'est devenu un musée d'État et c'est resté un musée d'État. Et il y a eu un gouvernement communiste, un gouvernement, je dirais, anticommuniste. Ils ont gardé et développé Auschwitz. Quand je suis allé à Birkenau en 1965, j'étais tout seul. Il n'y avait personne à Birkenau. À Auschwitz, il y avait encore du monde, mais à Birkenau, j'étais tout seul parce que j'étais peut-être le seul juif ce jour-là à être venu. En 1965, on ne venait pas de France, ni d'Angleterre, ni d'Amérique, et je me suis retrouvé tout seul. Mais Birkenau était conservé. Bon, c'est à Birkenau. Si je n'avais pas été à Birkenau, j'aurais sans doute pas entrepris à un âge jeune encore. J'aurais pas entrepris ce que j'ai entrepris. C'est parce que j'y suis allé, donc je suis reconnaissant aux Polonais d'avoir conservé le camp d'Auschwitz et de l'avoir développé au point qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de visiteurs. Et j'ai fait mon possible pour aider la fondation Auschwitz-Birkenau, le Conseil international d'Auschwitz, d'améliorer le site, de conserver ce qui peut être conservé et de faire toutes les recherches historiques qui sont faites là-bas. Alors la loi, moi j'ai demandé qu'on la révise. Je suis contre ce genre de... Je sens bien qu'il y a une dérive nationaliste derrière cette loi. En 1960, juste après la crise de 68, mon épouse est allée se faire arrêter en Pologne, s'enchaîner à Varsovie pour protester contre l'antisémitisme du général Moczar, qui était le ministre de l'Intérieur. Donc, on combat l'antisémitisme. Madame Engelking a fait un remarquable communiqué qui était immédiatement hostile à la loi. Tous les membres, je pense, c'est elle qui doit avoir la réponse, mais je pense que tous les membres du Conseil international d'Auschwitz ont soutenu le communiqué qui avait été fait par elle et par le secrétaire général du Conseil international. Et la loi a été révisée. L'intimidation, ça c'est extrêmement difficile à combattre. Et comme je suis partisan en France des travaux, des recherches qui sont faites sur le plan
régionales sur le plan local et qui sont extrêmement importantes pour nourrir les historiens qui travaillent à l'échelon national et qui font des synthèses. Bon, je comprends très bien que l'intimidation risque de continuer malgré la révision de la loi. Bon, au sein du Conseil international d'Auschwitz, je ne sais même pas d'ailleurs si je vais y rester, puisque le gouvernement polonais va renouveler les instances du Conseil international de la fondation Auschwitz-Birkenau, parce que c'est le gouvernement polonais qui nomme les membres internationaux, enfin les membres d'autres pays que les membres étrangers. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Donc, je veux dire, ça me fera des voyages en moins en Pologne, mais enfin, c'est pas particulièrement grave. Nous, ce que je dirais au sein de notre association, ce qu'on veut, c'est que le musée d'Auschwitz, le développement, et malgré la loi, il faut dire que partout, les grands camps, Chelmno, comment dire, Treblinka, Belzec, Sobibor, etc., connaissent quand même un travail remarquable qui se fait, où le Conseil international d'Auschwitz joue son rôle. Le ministère de la Culture fait quand même, donne des crédits. Et donc, bon, sur le plan de la mémoire, ça continue le travail à cette échelle-là. Moi, je suis, si vous voulez, partisan de protéger le docteur Siwinski, qui est à la tête du musée d'État, qui fait un travail remarquable. Donc, voilà donc quelle est ma situation. J'essaye de voir avec, je dirais, une certaine équité le problème. Je n'oublie pas non plus que la Pologne est proche de la Russie. Elle était proche de l'Union soviétique, maintenant c'est de la Russie, et que la Russie est dangereuse, et que, bon, le nationalisme, ça peut être le nationalisme avec son côté négatif, ça peut être l'exaltation d'un sentiment national de façon à armer les citoyens. Bon, mais actuellement, bon, tout le monde le reconnaît, il y a une dérive nationaliste, chauviniste, qui est dangereuse à l'échelon du parti qui soutient le président polonais. Donc, tout seul, je peux rien faire. Je veux dire, c'est l'ensemble des intellectuels polonais, l'ensemble disons, des médias qui sont bien informés. C'est à nous tous d'agir pour ramener à la raison et en tout cas faire en sorte que le fonctionnement du musée d'État d'Auschwitz, qui est primordial, et puis le développement, enfin la recherche et le travail qui se fait dans les lieux de mémoire polonais qui concernent les Juifs, ça soit, disons, que ça continue. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Je me souviens d'être arrivé à Sobibor, mais il n'y avait rien à Sobibor pratiquement, et d'être arrivé à Auschwitz, d'avoir réhabilité la Judenrampe où sont arrivés le musée d'Auschwitz en 1960, même en 65, cachait littéralement le fait que les Juifs n'étaient pas arrivés à l'intérieur du camp d'Auschwitz, que la grande majorité des Juifs étaient arrivés entre Auschwitz et Birkenau. Donc il y avait, il y avait une sorte de falsification de l'histoire, puisque presque tous les Juifs de France sont arrivés non pas à l'intérieur d'Auschwitz, comme à l'intérieur de Birkenau, sur la Bahnrampe, ils sont arrivés sur la Judenrampe, entre les deux. Pourquoi le cacher? Parce qu'ils n'avaient pas assez de crédits. Dès qu'ils ont eu des crédits, dès que la Fondation de la mémoire de la Shoah à Paris, sous l'impulsion de Simone Veil et de la mienne, a décidé de financer ces travaux, eh on a réhabilité la Judenrampe. Bon, ce travail, j'espère qu'on pourra le continuer. Malheureusement, sans Barbara Engelking à la tête du Conseil international d'Auschwitz. Merci Serge Klarsfeld. Alors,
Je crois qu'on a bien compris que nous étions d'accord sur les grandes lignes autour de cette table. Certains Polonais ont eu un comportement héroïque, certains autres Polonais ont été des martyrs, et d'autres encore ont tué. Mais comment se déroule... c'est une question rhétorique parce que je connais déjà évidemment un peu la réponse, mais on est frappé par la violence et l'impossibilité d'un débat public en Pologne, Konstanty Gebert, et sur la teneur des propos. Vous parlez de Siwinski, le directeur du musée d'Auschwitz, qui a fait dernièrement l'objet d'une campagne de haine terrible. C'est cette impossibilité du débat finalement qui blesse le plus peut-être à la fois la recherche historique et la société polonaise en ce moment. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Il y a un débat. Vous auriez dû voir les... J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit que les termes du débat étaient très violents. Il y a un contexte dans lequel les termes du débat sont violents. Et franchement, si vous feriez un débat entre les médecins et les militants du mouvement contre les vaccins, ça serait un peu la même chose, hein, ou entre, je sais pas, les géographes et les partisans de la théorie de la Terre plate. Là aussi, il y aurait violence. Enfin, s'il est impossible de s'accorder sur les faits élémentaires, le débat n'a aucun sens. Mais le débat continue en Pologne. Les foules qui venaient au débat inspirées par le livre de Basia Engelking et de Jan Grabowski en sont témoins. La quantité impressionnante d'articles qui ont été publiés en est témoin. Le fait que le gouvernement se plaît à gaspiller notre argent et ce qui reste de notre bonne réputation pour réfuter les faits connus de tous est déplorable, mais je ne traiterai pas cela en tant que position dans le débat. C'est une négation des faits qui, espérons, sera de fait. Et simple mise à point, certes, je ne nie pas l'existence des stéréotypes anti-polonais y inclus dans la communauté juive. Je les déplore et aucun préjudice n'est meilleur que les autres. Ceci dit, je ne vois pas la possibilité intellectuelle de les mettre au même plan que l'antisémitisme, qui est une idéologie génocidaire. Heureusement, il n'y a pas eu de génocide des Polonais commis par des Juifs motivés par l'antipolonisme. C'est peut-être une différence talmudique, mais j'y tiens. Et il est vrai que le gouvernement actuel se comporte mieux que les communistes. Je leur en suis reconnaissant, je suis le premier à le reconnaître, et j'ajouterai une note en bas de la page, ça ne me semble pas suffisant. Et c'est sur ce qu'on aurait pu faire plus et mieux que nous avons des différences d'opinion. Mais certes, mieux, peut-être mieux Morawiecki que les communistes. Serge Klarsfeld, vous désirez répondre? Bon, qu'ils auraient pu faire mieux, ici aussi, hein, on peut faire mieux. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez dit que les premiers ministres, ce n'était pas à eux de dire l'histoire. Heureusement que Chirac était ici pour la dire en 1995, Hollande en 2012 et même Macron en 2017. Les présidents sont là pour dire aussi ce qui est important de dire à propos de l'histoire récente. Voilà. Donc... Bon, moi, je suis d'accord fondamentalement avec vous, mais je suis pas... C'est une rangée qui est une rangée polonaise. Moi, je suis pas polonais. Moi, je suis enfant de quelqu'un qui est mort en Pologne et qui essaye de faire en sorte que la mémoire de ce lieu, qui est un lieu polonais, mais qui est, comment dire, international, puisque toutes les nationalités, pratiquement, y ont été assassinées. Bon, ben moi, j'essaye de voir ce qui peut, comment dire, que les choses qui sont les plus importantes continuent à fonctionner. Comme vous avez dit, ça fonctionne mieux maintenant que ça ne fonctionnait à l'époque. Dr Siwinski, on lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir mis la place des Juifs, ce qui est arrivé aux Juifs à Auschwitz-Birkenau,
eh bien, de l'avoir mis à la place qu'il fallait. Il y a eu 100 000 Polonais chrétiens qui sont morts, il y a eu plus d'1 300 000 Juifs qui sont morts. Bon, ben c'est tout à fait normal pour un intellectuel polonais qui a vécu aussi en Occident de rechercher la vérité et de dire la vérité. Donc, quand je suis arrivé à Auschwitz, en 1965, il y avait beaucoup de monde à Auschwitz. C'était des Polonais, c'était des pays satellites, et le musée, c'était un musée de la résistance polonaise, parce que ce sont des héros de la résistance polonaise qui sont morts à Auschwitz. Donc, il y avait des galeries de portraits, et on ne parlait que d'eux, alors que les valises parlaient des Juifs. Les noms qui étaient sur les valises étaient des noms juifs, et que le film qu'on présentait était... les survivants vont vous parler. Les survivants, c'était le docteur Finkelstein de Prague, le docteur Finkelstein de Varsovie, le docteur Finkelstein de Paris. C'était des Juifs qui parlaient. Donc, comment dire... Mais on ne disait pas, on gommait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et le docteur Sievinski a envoyé des guides se former à Paris, à Jérusalem, etc. On lui reproche tout cela, les chauvins, les nationalistes chauvins, le lui reprochent. Et nous, on le soutient. Donc tant que je peux, je le soutiendrai au sein des institutions où je serai appelé ou bien je serai viré, comme l'a été la présidente. Voilà. Et avant de vous donner la parole pour poser quelques questions, Darius Tola, il y a eu un musée qui a été mis en cause et qui a été l'objet de nombreux débats dernièrement. C'est le musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk. Vous pouvez peut-être nous raconter comment ce musée s'est retrouvé justement au cœur des discussions qui ont accompagné l'invention et la promulgation de cette loi, puis ensuite sa modification, mais cela, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, comment ce musée, ce projet de musée, et ce musée, puisqu'il a ouvert depuis, a été pris dans ces débats, et comment sa mission a été modifiée par ces débats et par cette volonté gouvernementale d'influer sur la manière de dire l'histoire publiquement. Sprawa Muzeum II wojny światowej w Gdańsku nie ma bezpośredniego związku z ustawą, à Gdańsk n'est pas lié à la loi contre l'Holocauste, mais ça rend la tendance actuelle de la politique polonaise. C'est-à-dire, l'affaire était connue en Pologne à l'époque de Gdańsk lors de démarches. Les directeurs qui a mis en place ce musée et puis les gens qui travaillaient dedans, ils étaient licenciés, et seulement maintenant on a dit que les directeurs en place et les gens qui étaient employés vont vraiment démontrer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai visité ce musée à plusieurs reprises pendant la construction, mais ce qui est très intéressant, que justement cette exposition, ce projet démontre la Seconde Guerre mondiale de point de vue de la population civile. Donc voilà, c'est un point de vue qui est un peu différent. La guerre, elle est démontrée en tant comme une catastrophe humanitaire, catastrophe au niveau national, mais mondial. Et ça, c'était énormément critiqué dans les médias de la droite en Pologne. Donc, de point de vue juridique, on a changé les directeurs de musées de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Maintenant, les directeurs qui a peu de connaissances concernant la Seconde Guerre mondiale, il était nommé. Notamment, on a changé aussi le film qui démontrait comment il y avait des conflits lors de la guerre froide. Mais c'était voulu de montrer que d'accord, la Seconde Guerre mondiale, elle est terminée, mais il y avait la guerre froide, etc. Maintenant, nous avons un genre de film qui démontre la nation polonaise en tant que zéro
regardez comme on est fort, regardez comme on est bon. Donc ça rend la tendance et puis actuelle de gouvernement polonais. Par cette représentation, nous avons un sort de simplification de Pologne. Donc le terrain de la Pologne, Blablanc, entre la Moscou et l'Allemagne est l'endroit où on a fait énormément de mal à la population civile, avant tout aux Juifs, la population civile et les autres, le Polonais, les Ukrainiens, les Lituaniens, ils étaient témoins de ce qui s'est passé sur les territoires de Pologne. Donc, on peut dire qu'on est peut-être une nation heureuse. Nous avons bien évidemment une expérience. Nous avons contemplé des choses affreuses sur le territoire qui se sont déroulées sur le territoire de Pologne. Donc là, je vais revenir encore une fois au poème de Miłosz. Miłosz, il a exprimé le peur, l'angoisse qu'il va être compté parmi ceux qui ont collaboré à l'extermination des Juifs. Donc là maintenant, le problème, il est nationalisé et collectivisé. Nous parlons ici de la nation polonaise et ce problème est universel. C'est ce que je voulais ajouter à ce que disaient mes collègues qui sont ici à table avec moi. Donc, Henri Rousseau, l'ancien membre du conseil de ce musée, il démontre combien nous pouvons perdre en essayant de profiter de la souffrance connue de polonaise par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, les auteurs de la loi sur l'Holocauste voulaient justifier cette loi par cette appellation, le camp de concentration polonais. C'est un sujet qui touche énormément des familles polonaises. Parce que pendant l'occupation allemande, il y avait dans chaque famille quelqu'un, un membre des familles qui était tué par nazis. Néanmoins, il y avait 90% des gens d'origine juive qui ont succombé sous nazis. Donc cette réaction émotionnelle, nous pouvons capitaliser, nous pouvons profiter, on peut jouer sur les sentiments. Il ne faut pas mentir que c'est les Polonais qui ont construit ces camps de l'extermination. On peut profiter, mais là, on essaye de justement simplifier le point de vue des Polonais et ce qu'ils ont à dire au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Je vois que le temps file très très vite, donc je vais vous laisser la parole pour quelques questions. Il y a un micro par là-bas qui se promène, donc oui. Constantine, vous avez souligné à juste titre le deuxième volet de la loi mémorielle, à savoir le texte qui porte sur les nationalistes ukrainiens. C'est quelque chose qu'on a tendance à occulter dans le débat international, qui est à mon avis tout aussi important vis-à-vis de l'avenir de la Pologne et des relations à son environnement. En 2016, je crois qu'il y a une loi reconnaissant au Parlement le génocide polonais par les nationalistes ukrainiens. Que dit concrètement la loi par rapport à ça? Est-ce qu'il est interdit, elle pénalise si on n'utilise pas la qualification génocidaire? Que dit exactement le texte? Et la déclaration conjointe Netanyahou, Premier ministre polonais, portait sur le premier volet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la dépénalisation ne concerne pas la deuxième partie? Bon, ça ouvre toute une nouvelle boîte de Pandore. Très brièvement, le Parlement polonais a passé en 2016 une déclaration condamnant en tant que génocide les massacres commis par les Ukrainiens envers Polonais et Juifs aussi dans la région de Wołyń pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est historiquement
débattable si ces massacres constituaient ou non un génocide, et je ne pense pas que c'est au Parlement de trancher dans ce cas ou dans tout autre cas. Mais cette déclaration était une réaction à une loi passée par la Verkhovna Rada, par le Parlement ukrainien, qui établissait une liste d'organisations qui ont milité pour l'indépendance de l'Ukraine, parmi elles UPA et OWN, des organisations nationalistes qui avaient collaboré avec les Allemands qui avaient perpétré ces massacres, et pénalisé toute insulte à la mémoire des militants de ces organisations. Donc la Pologne a réagi à la loi ukrainienne exactement comme Israël a réagi à la loi polonaise, et pour les mêmes motifs. Le fait qu'en Pologne, personne n'a vu la symétrie de ces deux réactions me semble étrange, mais la déclaration sur le génocide commis à Vaux, il n'est pas une loi, donc elle ne contient pas des articles pénaux, encore que je m'imagine qu'avec un peu de créativité judiciaire, on pourrait y arriver. Alors, je voudrais savoir quelle est la position de l'Institut historique juif de Varsovie, dont je ne connais pas le statut, et également éventuellement s'il y a eu des réactions de la communauté juive organisée. L'Institut juif polonais, de même que notre musée, c'est une institution d'État qui est financée par le ministère de la Culture, qui a été très critique vis-à-vis de cette loi. Le directeur, monsieur le professeur Spiewak, s'est prononcé de façon très critique. Tous les autres spécialistes, historiens qui s'occupent dans leurs études de l'histoire de relations polono-juives, c'était vraiment la position de l'Institut. Attendez, parce que la traduction n'est pas terminée. Pardon. Ça y est, vous pouvez y aller. En ce qui regarde la communauté juive, je dois dire que le gouvernement polonais a eu un succès politique immense. Pour la première fois, toutes les 19 organisations juives ont pris position commune en condamnant cette loi. Je ne m'imagine pas qu'on pourrait avoir une position commune pour dire que le Shabbat commence le vendredi soir, mais là, c'était unanime. Et non seulement, nous avons aussi étendu notre solidarité à toutes les autres minorités qui se sentent persécutées ou discriminées en Pologne aujourd'hui. Et franchement, il est beaucoup pire d'être un Rom ou d'être un musulman ou d'être un black en Pologne que d'être juif. Et nous avons étendu notre solidarité et notre volonté d'aider tous les persécutés dans la mesure de nos faibles capacités. C'est un succès immense, je n'ai jamais cru que je vivrais à voir le jour. L'autre succès était le fait que pour la première fois, à la Knesset, les députés arabes se sont joints à 2 projets de loi qui jamais ont été passés en réaction à la loi polonaise. Normalement, les députés arabes ne participent pas dans la votation des lois sur des sujets purement juifs. Ils disent que ça ne les intéresse pas. C'est pour la première fois dans l'histoire d'Israël que les députés arabes étaient tellement insultés par le message de la loi polonaise qu'ils se sont joints à des députés juifs pour soutenir des projets de loi qui protestaient. Je pense que ce sont 2 succès politiques du gouvernement polonais que nulle autre force n'aurait pu avoir. Monsieur, je vous demanderai d'être efficace, parce que là, il y a une inflation de questions tout à coup. Et très rapide, donc je vais être très rapide. Bon, j'ai bien compris que toute imputation à des Polonais de crimes nazis est condamnée d'une manière civile ou pénale. Ok, ça c'est clair. Par contre, ce que j'aimerais... Non, ça n'est plus condamné justement depuis juin. Plus civil, enfin voilà, d'accord. Mais est-ce que toute affirmation que des Polonais ont tué des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale peut être également... voilà, donc est-ce que c'est en fait une loi qui sert à rien ou à part ce qui a été expliqué? Très brièvement, la loi disait qu'il est interdit d'accuser la nation polonaise de responsabilité ou co-responsabilité. Ce que ça veut dire accuser la nation polonaise reste ouvert. Un procurateur créatif pourrait peut-être déduire que si quelqu'un dit que des Polonais ont tué quelqu'un, c'est une insulte à la nation polonaise. Mais comme je dis, il y a encore des tribunaux en Pologne.
Cependant, pour ajouter ici, finalement, notre collègue de profession historien, Jan Gross, est maintenant toujours sous en fait enquête judiciaire concernant son affirmation exprimée il y a 2 ans et demi que les Polonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne, tuaient ou ont contribué en fait à la mort de plus de Juifs que d'Allemands. Donc c'est un argument avec lequel je suis, hypothèse avec laquelle je suis entièrement d'accord, et plusieurs autres historiens aussi. Néanmoins, il est maintenant sur l'enquête qui est prolongée en fait d'un mois à l'autre. Ça dure depuis 1 an. Vas-y, rapidement. Oui, au fait, l'enquête contre Gross a été déjà 2 fois archivée par le procureur qui n'a pas vu un délit qui devrait être prosécuté. Donc il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, oui. Exactement. Maintenant, c'est le procureur lui-même qui a été archivé, donc il a été renvoyé dans une position peu enviable. Donc le procureur a été classé, mais pas le dossier. Non, un nouveau procureur a rouvert le dossier. On verra qu'est-ce qu'il en sera du dossier et du procureur. Oui, je voudrais juste dire je voudrais juste dire un mot sur l'expérience du musée de Gdansk à laquelle j'ai participé, même si je n'ai pas compris tous les enjeux politiques. Donc, il s'agit d'Henri Rousseau qui parle, donc, historien de la Seconde Guerre mondiale, français. Voilà. Et donc il y a 2 choses que j'ai ressenties en suivant cette polémique juste avant mon licenciement, puisque j'ai reçu ma première lettre de licenciement dans mon existence et dans ma carrière il y a quelques mois de la part du nouveau directeur. C'est que ce musée était attaqué par sa dimension transnationale, qui était un des projets dès le départ affirmé par le directeur, et c'est la raison pour laquelle le conseil scientifique comprenait de nombreux historiens étrangers qui n'avaient pas de lumière particulière, ce qui est mon cas, sur l'histoire de la Pologne, voire sur l'histoire de la guerre à l'Est. Et puis je pense que ce musée a été fondamentalement critiqué parce qu'il n'était pas. C'est-à-dire, ce n'était pas un musée en l'honneur de la résistance polonaise, en l'honneur de... En gros, si je devais faire une très très grosse caricature, j'ai eu l'impression, vu ma propre expérience sur ces sujets, de me retrouver, ou si j'avais pu me retrouver dans les années 50 en France, par exemple. Voilà, si on avait construit, d'ailleurs, on a voulu construire un musée à cette époque qui était un musée de la résistance, précisément. Donc là, il y a une sorte d'anachronisme, même si on peut quand même s'interroger dans le cas de la Pologne, parce que ça vient après des années et des années d'investissement sur les politiques de mémoire, et notamment sur la Shoah. Ça pose la question du bilan de ces politiques mémorielles. Et là-dessus, j'ai une question et une autre petite question, si je peux. La première, c'est que fait l'Union européenne ? Cette loi est quand même fondamentalement contraire à toutes les valeurs qui fondent l'Union européenne, et la Pologne est un membre éminent de cette Union européenne. Voilà, c'est une question simple, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas politicien, mais quand même, ça pose un vrai problème. La deuxième question, une question plus précise, vous avez dit, Jan Grabowski, tout à l'heure, que vous demandiez aux historiens, si j'ai bien compris, je vais être sûr d'avoir compris, non polonais, enfin, par exemple français, de s'abstenir. Mais je n'ai pas bien saisi de quoi nous devions nous abstenir. Je dis ça, par exemple, j'ai édité le livre d'Audrey Kichelewski. J'ai fait j'ai rédigé la 4e de couverture, dont je ne me rappelle plus la teneur. Mais voilà, je veux dire, comme madame, est-ce que je suis passible de la loi ? Donc vous n'êtes pas abstenu. Voilà. Brièvement. On commence par la deuxième question. Okay. Non, mais du coup, c'est vous. Brièvement, en fait, ma démarche était uniquement... Je pense que moi, comme chercheur occidental, je n'engagerai jamais aujourd'hui, avec les institutions de la suppression de la vraie histoire, comme l'IPN, comme l'Institut de la mémoire nationale, engager aucune activité. Exactement. Juste ça. Donc, par exemple, si vous recevez l'invitation à une conférence concernant, par exemple, le juste polonais organisé par l'IPN, avec un billet payé, l'hôtel payé, on répond non, merci. Voilà. Vous voilà rassuré. Peut-être sur la deuxième question, les réactions, il n'y a pas eu de déclaration, il me semble, de l'Union européenne, mais il y en a eu des pays de l'Union européenne. Il n'y a eu aucune déclaration de l'Union européenne là-dessus. Donc pour le moment, l'Union européenne ne fait rien. Mais j'imagine que les discussions existent derrière cela. Allez-y.
L'Union européenne, elle n'a pas pris de position et je pense que c'est favorable parce que il y a des lois qui concernent la question des mémoires et ces lois appartiennent aux nations, au gouvernement de pays et pas à l'Union européenne. Et je sais que non seulement les gouvernants d'Israël et des États-Unis ont réagi de façon très très forte, ils ont exprimé leur désolation par rapport à cette loi, mais il y avait aussi 6 pays au niveau de l'ambassadeur nommé à Varsovie qui ont exprimé des arrois par rapport à cette loi. Donc nous avons eu pour la première fois au moins 7 interventions de la part de gouvernements ou de représentations de gouvernements en Pologne par rapport à cette loi. Voilà. Je me posais la question de savoir si, par exemple, tout à l'heure, M. Stola nous a dit que le musée était financé non seulement par la ville, mais également par l'État. Et sur l'ensemble de ces grandes institutions intéressées par la question juive, on va dire, et financées par l'État, est-ce qu'il y a aujourd'hui, ou est-ce qu'on craint des conséquences en matière du montant des financements, de subventions? Voilà, merci. Darius Stola, tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez financé à la fois par la ville et par le gouvernement. Hein. Notre musée a la construction juridique très compliquée. On est partenariat public et en même temps gouvernemental. Donc on était fondé sur la loi de la ville de Varsovie, le ministère de Culture de Pologne et également organisation non gouvernementale. Donc 25% de notre budget provient du ministère de Culture et 25% d'autres, 25% c'est de la part de la ville de Varsovie et ça n'a pas changé. Donc le ministère de Culture, il ne m'apprécie pas, mais il me paye à la même hauteur qu'avant, ce que moi j'apprécie énormément. Mais dernièrement, nous avons eu, on était confronté à une décision politique. Le même ministre, il a dit qu'il va baisser ou diminuer la dotation, le fonds de finances pour le musée de Solidarność à Gdańsk. Mais ceci ne concerne ni notre musée, ni Institut de recherche sur l'extermination des Juifs, ni le musée de Auschwitz, qui est énormément cofinancé par le gouvernement polonais. Et en ce qui concerne d'autres musées comme Bełżec, Chremno, Treblinka, le fonds de la part du gouvernement polonais ont augmenté dernièrement. Alors, j'ai accepté silencieusement 2 questions. Il y avait Jean-Charles Chourec et Madame, je vous ai vu aussi. Je vous propose de poser vos questions l'un à la suite de l'autre parce qu'il faut vraiment qu'on termine. Je vais terminer, mais je voudrais juste dire un mot à Constantin, puisqu'on appelle ça comme ça en français. Je trouve qu'on ne peut pas parler de manière futile de la loi. Je trouve que il y a, quand elle est sortie fin février, avec Jean-Yves Potel en France, avec Jean-Yves Potel, Agnieszka Grudzińska et moi-même présents, ici dans la salle, nous avons lancé une pétition de protestation contre cette loi. Nous avons recueilli des milliers de signatures de collègues de l'université, du CNRS et d'ailleurs. Si je leur avais dit, si dans ce texte on avait dit cette loi concerne des journalistes de province à propos du dossier ukrainien, si noble soit cette cause, je ne pense pas qu'ils auraient signé aussi massivement. Parce que, et c'est là où je te pose la question, à l'époque, ce qui a été dit, et vous l'avez encore dit, ça s'est intégré dans la question des camps polonais. Les camps polonais, ça ne concerne pas l'Ukraine, ça concerne tous les journalistes occidentaux qui confondent les camps nazis avec les camps polonais. Donc c'était bien connoté avec la Shoah, cette déclaration, même si ça ne parlait pas des camps, mais tout le contexte, c'était les camps. Donc j'ai été
tout à fait légitime dans mon indignation. Je l'aurais été à propos de l'Ukraine et des journalistes de province. Mais bon, là, c'était ça quand même la réalité. Donc, quand je veux dire qu'il ne faut pas parler de manière futile, je veux dire qu'il y a là quand même un front. Il y a quand même un gouvernement de combat qui introduit cette politique mémorielle ou une politique historique, on peut l'appeler comme on veut, c'est les deux d'ailleurs. Et il est actif. Il s'attaque à Jan Gros de manière systématique. Tu viens de dire à propos du procureur qu'il a été dessaisi, mais il est dessaisi au profit d'un troisième procureur. On ne lâche pas Jan Gros. Grabowski, on ne le lâche pas non plus. Il est timide, il ne parle pas beaucoup de lui-même. Mais c'est quand même des choses lourdes les attaques contre lui. On lui envoie, l'Institut de la mémoire nationale lui envoie maintenant quelqu'un via l'ambassade polonaise en Ukraine, au Canada, pour discuter ses thèses à l'université. Il a fait l'objet d'une pétition de 150 universitaires auprès du recteur de l'université de là-bas, d'Ottawa, pour dénoncer son travail, sa déontologie, ses pratiques. Aucun n'était un historien, c'était donc une opération commanditée. On vient de parler du musée de la Deuxième Guerre mondiale qui a été dessaisi. C'est un gouvernement de combat et révisionniste en plus. La ministre de la Culture, dès qu'elle est arrivée, a mis en cause et en doute le massacre de Jedwabne comme étant celui des Polonais, de l'éducation, de massacre de Polonais. Le président de l'Institut de la mémoire nationale met en cause maintenant aussi, dès qu'il est arrivé, la responsabilité polonaise en ce qui concerne le massacre de Kielce. Bref, il y a plein d'indices qui montrent quelle est la couleur de ces gens-là. Et c'est pour ça que je trouve que le ton lénifiant que tu emploies pour parler de tout ça ne convient pas à la situation telle que moi je l'aperçois, et peut-être à tort. Mais nous autres en Occident, les chercheurs qui travaillons sur la Pologne, on fait aussi l'objet d'investigations à notre niveau, tout petit, qui n'est pas très méchant. L'ambassadeur de Pologne en France m'a poursuivi pour une introduction que j'ai faite à un ouvrage, en me dénonçant comme ne connaissant rien à la situation. On a fait pareil avec Jan Gros dans la presse anglaise. Bref, il faut voir ça aussi comme ça, et pas uniquement en termes un peu fonctionnels. Voilà. Pardonnez le ton véhément, mon cher ami. Franchement, j'aimerais avoir cela par écrit et envoyé au gouvernement polonais qui, il me semble, ne me considère pas comme lénifiant. Franchement, c'est la première fois que j'entends cette accusation à ce sujet. Mais ici, dans cette salle, j'ai dit que personne ne peut être persécuté à la base de cette loi, vu que l'article pénal a été retiré. Et de cela aussi, j'ai parlé. Non, franchement, peut-être qu'on devrait en discuter dehors, mais je ne sais pas trop bien de quoi je suis accusé. Madame ? Oui, merci. Non, c'est peut-être une question périphérique, mais je voudrais savoir si l'institution qui publie la revue Pauline en Angleterre, elle est concernée aussi par ça, si elle en a souffert, ou en tout cas, comment elle s'est positionnée vis-à-vis de cela. Puisque elle n'a pas l'air d'être très connue ici en France, alors que depuis 1986, elle publie toutes sortes d'articles, d'études par des universitaires juifs, polonais non juifs, sur l'histoire de la Pologne, des Juifs de Pologne, y compris sur l'Holocauste. Il y a eu plusieurs numéros, et apparemment, elle n'est pas du tout connue ici, mais j'aimerais savoir si elle a été attaquée ou si elle a pris position, si quelqu'un peut le dire. Pytanie dotyczy periodyku o historii Żydów polskich Polin, który istniał wcześniej niż muzeum. Non, il s'agit d'une revue qui concerne justement ce sujet. Et le rédacteur en chef qui a créé cette revue qui s'appelle Pauline, il est également dans notre comité scientifique. Et cette revue se débrouille toute seule très, très bien, de toute façon, et continue ses publications. Le professeur Poloński avait réagi, mais cette revue et ces publications sont très espacées. Entre-temps, il y a eu des modifications, des amendements dans la loi polonaise. Il faut vraiment qu'on arrête. Madame, je vous avais vu, mais peut-être que vous pouvez attraper nos invités et leur poser votre question au passage. Il faut regarder, on nous arrête. Calmement. Merci beaucoup.